Bonjour à tous. Donc moi, je vais être là pour vous présenter. Donc Julien Roseau, je travaille chez WooDrive et je vais vous présenter une technologie qui aujourd'hui reste quand même assez méconnue de la population qui travaille dans la cybersécurité et qui permet d'avoir d'autres perspectives de réflexion pour venir sécuriser soit des endpoints vis-à-vis de risques liés au surf Internet fait par les utilisateurs, ou alors pour venir sécuriser des accès globalement à des applications web depuis des postes qu'on pourrait identifier comme étant des postes non maîtrisés. Pour ça, en fait, on utilise une technologie qui s'appelle le Remote Browser Isolation. Avant de présenter ce qu'est la techno et comment ça fonctionne, je voulais savoir si parmi vous, il y en avait quand même certains qui connaissaient cette technologie-là euh, aujourd'hui ou pas encore. Un. C'est ceux qui connaissent la technologie Remote Browser Isolation déjà aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une technologie qui est assez ancienne, hein. Nous, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur cette technologie-là chez WooDrive. Et on se rend compte finalement que la techno n'est pas connue, même dans le domaine de la cybersécurité. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est dès que j'arrive à. C'est pas ça les flèches pour les slides? C'est la souris? Ah, ok, c'est bon. Donc, qu'est-ce que c'est le Remote Browser Isolation? Ça va être, contrairement à beaucoup de systèmes de sécurité informatique qui vont essayer de détecter une menace et de contrer son exécution, on va être sur un système qui se veut proactif. C'est-à-dire qu'en fait, on va venir protéger de manière active l'utilisateur face au risque qu'il peut avoir quand il va lié à sa navigation Internet, en fait, en venant exécuter sa navigation Internet sur un serveur distant. Vous allez me dire, c'est pas très nouveau, on pouvait faire ça avec du Citrix ou d'autres applications comme ça en déportant un navigateur. La force du RBI, c'est de faire ça aujourd'hui directement depuis le navigateur de l'utilisateur sur son poste de travail et pas avoir besoin de passer par des applications tiers. Ce qui fait qu'on ne va pas impacter son expérience utilisateur. Et ce qui va se passer concrètement, c'est que l'utilisateur, quand il va vouloir surfer sur Internet, on va, au travers du serveur de notre technologie qui s'appelle Virtual Browser, venir démarrer, en fait, si vous voulez, un conteneur jetable, un navigateur jetable, qui lui va aller récupérer le code actif sur le site que l'utilisateur souhaite consulter, l'exécuter dans ce conteneur isolé et renvoyer uniquement au niveau du poste de l'utilisateur un flux maîtrisé qui va être sur notre solution sous forme de pixels. En fait, on va faire du streaming de pixels du rendu de la page qui est exécuté à distance et qu'on va rendre visuel dans le navigateur de l'utilisateur sur son poste de travail. Donc, qu'il utilise Chrome, Firefox ou autre, peu importe, il va récupérer un flux de pixels. Ce qui va garantir que même s'il se connecte sur le site le plus malveillant qu'on peut trouver sur Internet, il n'y a aucun risque qu'il récupère une charge active malveillante sur son poste de travail, parce qu'il n'y a que du pixel qui va redescendre sur son poste de travail. Il faut savoir que cette technologie-là, aujourd'hui, elle est. Genre, il aime bien. Ouais, cette technologie-là, aujourd'hui, on n'est pas les seuls à travailler dessus. Il y a beaucoup d'entreprises, notamment depuis que ça a été détecté par le Gartner en 2018, qui se sont mis dessus, notamment des entreprises américaines ou israéliennes. Et il y a deux approches technologiques pour rendre le rendu de ce qui est exécuté à distance à l'utilisateur. Donc, soit le pixel rendering, comme on le fait nous, où on a vraiment que du pixel qui redescend sur le poste de travail de l'utilisateur. D'autres solutions, et la plupart des concurrents d'ailleurs, vont faire de la reconstruction du DOM, donc de la structure du site qui est visité par l'utilisateur. Donc, il y a quand même du code du site distant qui est exécuté par le poste de travail et donc des risques résiduels de cyberattaque. Est-ce que le principe pour tout le monde est clair? Est-ce que vous avez des questions sur le système? Donc, une fois qu'on a cette technologie-là, qu'est-ce qu'on en fait? Nous, autour de nos clients et prospects, on a identifié plusieurs cas d'usage auxquels la solution va pouvoir répondre. Le premier, ça va être de venir offrir une navigation sécurisée à des utilisateurs qui, jusque-là, ne pouvaient pas nativement, depuis leur poste de travail, accéder à Internet directement pour des contraintes de sécurité ou de confidentialité des données qu'ils traitent sur leur poste. Donc, on va retrouver, par exemple, des administrateurs système, on parlait des OIV, OSE, qui ont des contraintes techniques qui leur interdit purement de faire de l'Internet depuis leur poste d'administration. Et donc, ils vont souvent avoir soit un VDI, soit un deuxième poste quand ils veulent faire des accès bureautiques. Au travers de cette technologie-là, en fait, on va pouvoir leur offrir un accès en virtuel à Internet depuis leur poste de production sans prendre de risque qu'ils aient récupéré une saloperie lors de leur navigation Internet.
On va retrouver d'autres équipes, par exemple, si on est sur la donnée confidentielle, on peut être sur des populations VIP ou du CERT qui va aller faire de la recherche sur Internet. Alors, on va pouvoir venir pour ces populations spécifiques, isoler et exécuter à distance toute la navigation qu'ils ont besoin de faire dans le cadre de leur travail au quotidien, en ayant la capacité, comme vous l'avez compris, de les protéger contre tous les risques qui pourraient être présents sur ces sites-là, mais aussi de contrôler leur capacité d'interaction avec les sites qu'ils vont aller visiter avec leur navigateur. Et donc, on va pouvoir, comme ça, autoriser ou interdire un certain nombre d'actions utilisateurs que l'utilisateur va faire sur Internet, comme du copier-coller, de l'impression de page, de l'upload, de download de fichiers, des choses comme ça. On va pouvoir tout contrôler. Parce que finalement, en fait, on est vraiment en coupure entre l'utilisateur et son poste de travail et le site distant qui est exécuté. Et donc, on va pouvoir, comme ça, offrir à des utilisateurs un surf simple, sans impact utilisateur. Hein, c'est assez rare. Vous le disiez tout à l'heure, souvent, quand on voit la casquette SSI arriver, c'est souvent pour mettre des contraintes sur les équipes et sur les utilisateurs au nom de la sécurité. Là, l'avantage avec une solution comme ça, c'est que finalement, vous impactez pas l'utilisateur parce qu'il continue à utiliser son navigateur Internet et vous allez offrir un niveau de sécurité qui est bien meilleur que si vous lui permettiez de se connecter directement à Internet. Autre cas d'usage, et un autre point que je n'ai pas dit, on va aussi pouvoir participer à anonymiser la navigation de ces personnes-là. Parce qu'à partir du moment où elle se fait à distance et donc pas sur le poste de travail de l'utilisateur, il va être plus difficile pour un attaquant d'essayer d'identifier quel est le type de poste de travail qu'utilise l'utilisateur pour se connecter à Internet. Parce qu'on ne va pas dire, par exemple, moi, quand j'utilise mon Mac pour surfer sur Internet, si je vais sur des sites Internet, ils ne savent pas que je me connecte depuis un Mac avec du Firefox, par exemple. Ces choses-là sont masquées. On va aussi anonymiser, participer à limiter le risque de propagation d'informations personnelles parce que on est sur des sessions jetables, donc il n'y a pas de persistance de cookies et donc on ne va pas pouvoir traquer l'activité de l'utilisateur. Les autres cas d'usage auxquels on va pouvoir répondre, ça va être pour des populations, on va dire, plus globales dans les entreprises, donc on va pouvoir même couvrir l'ensemble des populations de l'entreprise, ça va être d'offrir un accès élargi à Internet. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont restreindre les capacités de navigation de leurs utilisateurs sur certains sites qu'ils estiment comme étant risqués. Alors, le niveau de risque est différent selon les entreprises. Il y a des entreprises qui vont dire WhatsApp, Gmail, c'est risqué, d'autres qui vont dire c'est pas risqué. Et donc, qui vont créer de la frustration pour les utilisateurs et ne pas leur permettre de travailler forcément efficacement au quotidien avec leurs moyens informatiques. Et donc, avec une technologie comme Virtual Browser, on va pouvoir comme ça élargir l'accès à Internet en disant, j'ai pas confiance dans un site. Aujourd'hui, un RSSI, s'il n'a pas confiance dans un site distant, mais que ses utilisateurs lui disent, moi, pour mon travail, j'ai quand même besoin d'aller me connecter, par exemple, sur du Gmail, peu importe, il va être soit contraint de l'ouvrir en accès direct et du coup, avec quand même une crainte que ce soit un vecteur d'attaque pour son entreprise, soit complètement l'interdire pour l'utilisateur et l'utilisateur va avoir de la frustration et parfois il va essayer de trouver une autre solution pour quand même accéder à son information. L'avantage, c'est que là, vous allez pouvoir dire, OK, maintenant, aujourd'hui, je vais autoriser l'accès à mon utilisateur à Gmail. Par contre, je ne vais pas lui autoriser d'y accéder directement depuis sur son poste de travail. Je vais basculer automatiquement sa navigation dans un conteneur virtuel. Donc, l'utilisateur, pour lui, il va se connecter sur Gmail sur son navigateur, il ne verra pas de différence. Par contre, l'exécution de ce qui se passe sur sa page Gmail va se faire sur le conteneur à distance. Et là, l'entreprise pourra mettre tous les contrôles dont je vous parlais tout à l'heure sur ce que l'utilisateur ne pourra pas faire. Et par exemple, il pourra très bien interdire à l'utilisateur de télécharger ou d'envoyer des fichiers sur Gmail, mais au moins l'utilisateur pourra quand même consulter les emails. On a notamment dans ce contexte-là beaucoup de clients qui sont intéressés pour pouvoir permettre à des collaborateurs d'accéder à des outils de vidéoconférence en ligne. On a l'exemple avec Zoom là, qui chante depuis tout à l'heure. Il y a beaucoup de clients qui vont autoriser une solution de vidéoconférence pour leurs collaborateurs, mais qui vont interdire les autres. Et malheureusement, enfin, je pense que vous êtes aussi bien placé que moi pour savoir que finalement, on n'a pas tous les mêmes solutions et des fois, c'est très compliqué de trouver un outil commun pour faire des vidéoconférences avec des clients parce qu'il y a beaucoup de clients qui vont interdire du Teams, du Zoom, du WebEx ou autre. Quand ils ont besoin, souvent, ils font des contournements à leurs règles de sécurité pour permettre qu'à quelques utilisateurs d'accéder à ces solutions-là, mais c'est souvent compliqué à mettre en place. L'avantage qu'on a avec une solution comme celle-là, c'est que nous, on va avoir la capacité dans le navigateur qui s'exécute à distance de venir récupérer le
flux vidéo et audio du micro de l'utilisateur pour accéder en fait en virtuel à un Teams, un WebEx ou un Zoom, sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit sur le poste de travail de l'utilisateur, sans avoir besoin de faire d'ouverture de ports spécifiques à destination du poste de l'utilisateur, parce qu'il y a des technologies qui vont demander des ouvertures de ports spécifiques. Et du coup, d'un point de vue sécurité, vous n'avez rien à faire de spécifique et vous offrez une alternative aux utilisateurs pour accéder à ces outils de vidéoconférence en ligne. Et on a énormément aujourd'hui de prospects et clients qui s'intéressent à ce cas d'usage-là, notamment pour, j'en parlais tout à l'heure, les populations d'administrateurs système qui ont besoin des fois de faire des échanges ou des partages d'écran avec des clients et autres et qui, sur leur poste de production, ne peuvent pas le faire. Donc, du fait de virtualiser ces accès-là, ça leur permet d'accéder à ces outils sans risque, parce qu'il n'y a rien qui s'exécute sur leur poste de travail. Ils font que récupérer du streaming vidéo. Est-ce que c'est clair sur ces... N'hésitez pas à m'interrompre. J'ai beaucoup moins de slides que les autres intervenants, donc il ne faut vraiment pas hésiter à m'interrompre sur la présentation. Bon. L'autre cas d'usage, j'en ai un petit peu parlé en introduction, ça va être d'inverser, si vous voulez, le mode de fonctionnement de la technologie. On ne va plus être là pour venir protéger l'utilisateur et son poste de travail. On va être là pour venir protéger des applicatifs web de l'entreprise d'accès externe. Par accès externe, on entend soit des collaborateurs qui sont en télétravail, ou alors offrir un accès à une application métier, par exemple, pour une entreprise, à des partenaires ou des sous-traitants. C'est souvent un casse-tête pour les entreprises de donner l'accès par exemple, à une base de données ou une application métier à des partenaires ou sous-traitants sans prendre de risques pour l'entreprise, parce que c'est ouvrir un accès. Donc, soit vous publiez directement votre applicatif sur Internet, mais bon, vous prenez quand même le risque que des attaquants essayent d'accéder à votre application et trouvent une faille et puis puissent l'exploiter. Ou alors, vous allez mettre en place des VPN, mais qui dit mettre un VPN, ça veut dire qu'il va falloir quand même vérifier quel est le niveau de sécurité du poste auquel vous donnez accès à travers de votre VPN. C'est un coût d'installation, c'est un coût de mise en place et de maintenance. Cette technologie Virtual Browser permet, en fait, en fournissant simplement une URL à la personne à qui vous souhaitez donner un accès à votre applicatif web, d'offrir un accès sécurisé, parce que ce qui va se passer, en fait, c'est que l'utilisateur va prendre un navigateur sur son poste de travail, sa tablette, son téléphone, il va rentrer l'URL que vous lui avez fournie, et en fait, cette URL va venir se connecter au serveur Virtual Browser qui est dans l'entreprise du client, qui, là, elle, va démarrer un navigateur jetable, qui lui-même va aller interagir avec l'application métier derrière. Ce qui fait qu'on va être en coupure entre, toujours de la même logique, entre l'utilisateur externe et l'applicatif métier qu'on cherche à protéger. Et on va pouvoir, comme ça, offrir un accès complètement sécurisé sans avoir à se soucier du poste distant qui vient se connecter. J'aime bien prendre l'exemple de quelqu'un qui viendrait se connecter depuis un cybercafé à l'étranger sur lequel le poste est ultra compromis, finalement, qui viennent se connecter avec ce poste-là ou avec son PC d'entreprise parce que c'est un collaborateur, le niveau de sécurité pour l'entreprise et le serveur qu'elle cherche à protéger va être le même. On ne se soucie pas en fait, du poste qui vient se connecter à distance, parce que le seul équipement qui est capable en fait, de venir s'interfacer avec le serveur de l'entreprise, ça va être le navigateur jetable qui est sous la maîtrise de l'entreprise. Et donc, dans cette même logique-là, vous allez pouvoir du coup offrir des accès à vos applications métiers en contrôlant en plus ce que les utilisateurs pourront faire sur cette application-là. Que ce soit en termes d'interaction sur la page, vous pouvez interdire la saisie de données, le copier-coller, l'impression, téléchargement, upload, j'en ai déjà parlé. Et donc, on va offrir vraiment un accès très, très simple à ces applications-là, sans installer quoi que ce soit sur les postes distants et sans avoir besoin d'exposer directement son service sur Internet. Et depuis n'importe où, bien sûr. La technologie, on en a parlé un petit, enfin, on a évoqué un peu le sujet ce matin avec nos confrères de l'ANSSI sur tout ce qui était continuité d'activité et reprise d'incidents. On a des rétextes d'utilisateurs qui utilisent cette technologie-là justement pour permettre une continuité d'activité quand ils ont un incident de sécurité en venant soit isoler des postes compromis ou suspectés d'être compromis, plutôt que de complètement les couper du réseau et d'impacter le business, ils vont venir en fait faire en sorte que ces utilisateurs-là, dès qu'ils vont vouloir interagir avec des applicatifs métiers de l'entreprise, ça se fasse en virtuel au travers de Virtual Browser. Donc, ils vont envoyer tout leur flux au travers d'une session virtuelle.
Ou alors, on a des clients qui lorsqu'ils ont une suspicion de vulnérabilité sur un serveur métier critique, donc un métier essentiel de l'entreprise, et qui ils vont couper, aujourd'hui en tout cas, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont couper l'accès au service aux utilisateurs le temps de la rémédiation, qui peut avoir un impact business très fort pour l'entreprise, plutôt que de couper l'accès brutalement au serveur. C'est dire ce qu'on voit sur le schéma du bas, c'est dire bah, à un instant T, plutôt que de couper l'accès, je vais rerouter l'accès à ce serveur-là automatiquement au travers de Virtual Browser. Comme ça, les utilisateurs ne se connectent pas directement avec leur navigateur à l'applicatif métier, mais au travers d'une bulle sécurisée Virtual Browser, ce qui fait que la vulnérabilité, si vous laisse propager sur le poste de travail, va être bloquée par la bulle de virtualisation. Alors, j'avais pris une démonstration, mais comme c'est pas mon poste, ça fait compliqué, compliqué de vous la montrer. Du coup, est-ce que vous avez des questions sur la présentation, sur la technologie, sur les cas d'usage que j'ai présentés? Est-ce que c'est clair?